Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce questions et réponses du 26 octobre du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Mon nom est Yvan Cournoyer, président du club. Et on est très heureux d'être avec vous encore une fois pour répondre à vos questions. Cette semaine, on n'a pas d'invité. On a décidé de faire ça tout simplement entre moi, JP et toute la gang qui est là. Donc, merci d'être là. JP, est-ce que tu es là avec nous? Yes! Salut Yvan! Salut, ça va? Yes, ça va bien. Mon Dieu, ma lumière est jaune, hein? Par rapport à toi. On va corriger cette petite lumière-là. Mais ouais, bien content d'être là encore une fois pour démarrer la semaine de tous les merveilleux investisseurs immobiliers. Excellent, excellent. Je ne sais pas si les gens nous voient dans le live. De mon côté, un petit problème de vidéo. La chat, tantôt, ne fonctionnait pas, mais là, c'est de retour. Fait qu'on espère que ça va bien se passer d'un point de vue technique. Donc, comme je disais, pas d'invité cette semaine, mais on a la chance là, de passer du temps avec vous pour répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir comme d'habitude et gênez-vous pas dans le chat pour les poser. Et avant de commencer avec les questions qu'on a reçues sur la page Pose ta question, donc la page du club, on vous parle de notre livre, encore une fois, qu'on a écrit, moi puis Jean-Philippe, donc Transformer en opportunité des multilogements trop chers. Vous courez la chance de le gagner si vous partagez le live d'ici la fin, le plus tôt possible, évidemment. Si vous partagez 5 minutes avant, c'est pas vraiment l'idéal, mais on partage le plus tôt possible le live. On court la chance de gagner le livre, une valeur de 50 $ si on inclut le laissez-passer qui est dedans. Et aussi, on va faire tirer la formation du même nom qui a lieu demain en ligne. Donc, à vos claviers, et peut-être mettre un petit mot, là, un petit commentaire dans le chat comme quoi c'est fait. Ça va être plus facile pour nous là, de suivre le compte. Et voilà. Donc, JP, as-tu un petit quelque chose à ajouter avant qu'on commence officiellement? Non, c'est bon, on peut y aller. Yes, sir. OK, on avait des questions, dans le fond, sur la page qui pose ta question, la page du club. On vous invite à aller sur la page et de poser vos questions durant la semaine. On va en choisir quelques-unes. Donc, Antoine, comment pouvons-nous refuser un potentiel locataire, même si on n'a pas d'autres candidats et que l'annonce est toujours active? Comment qu'on peut leur dire non? Écoute, Antoine, il n'y a personne d'autre que toi qui sait s'il y a des candidats qui sont intéressés. Donc, on a toujours plusieurs candidats intéressés au logement. À toi de lire entre les lignes. Et donc, on peut dire qu'on n'a pas retenu la candidature du potentiel locataire parce qu'on avait d'autres personnes qui étaient plus intéressées ou plus intéressantes plutôt. D'un point de vue financier, évidemment, on ne peut pas refuser parce que la personne elle est d'une certaine nationalité ou son sexe ou son orientation sexuelle ou peu importe, mais on peut la refuser parce qu'elle ne rentrait pas dans nos critères financiers. Donc, habituellement, c'est relativement simple de discarter un locataire qu'on ne veut pas, qui ne rentre pas dans nos critères financiers et seul toi, c'est quoi tes critères financiers. JP, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, je pourrais juste partager un livre que j'aime bien, en fait, là, qui s'appelle Louer un logement
que j'aime beaucoup, là, qui répond à beaucoup de questions là, concernant la location de logement. C'est une brique assez volumineuse, là, donc une soixantaine de dollars là, comme livre, mais il parle tous les articles du Code civil, toutes ces questions-là. C'est sûr qu'on a des petites interprétations, là, comme tu disais, Yvan, là, au niveau des candidats, mais je le recommande vraiment à tout le monde là, qui veut louer un logement, en fait, qui se lance en investissement. Là, je trouve que c'est vraiment bien. Puis il y a de la jurisprudence à l'intérieur. Donc, article du Code civil, la description des auteurs, puis ensuite la jurisprudence dépendant des différents articles de loi. Donc, je trouvais ça très intéressant pour les gens qui veulent l'acheter. Donc là, j'ai été rapidement, là, mais ça pourrait très bien se trouver chez Renaud Bré, là. Ce livre-là ou autre. Là, donc là, j'ai trouvé sur un site c'est un peu bizarre, mais bref, il est disponible partout. Voilà. Excellent. Je l'ai commandé la semaine passée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Yes. Ben, merci, c'est un beau complément d'information. On avait Arnaud B., un habitué, je crois, qui fait quelques questions qu'il pose et qu'on choisit parmi la liste qu'on a eue. Donc, si je veux faire un flip de Plex, j'imagine quand tu parles de Plex, c'est 2, 3, 4 logements. Normalement, c'est 2, 3, 4, 5 logements. Mais peut-être que tu parles d'un 6 logements et plus. Ça, je ne peux pas savoir. Parce que maintenant, tu veux flipper un 6 et plus et que tu n'as pas de licence RBQ, quelle stratégie tu peux utiliser? Il faudrait voir quel genre de flip que tu veux faire. Si tu veux juste le flipper tel quel, sans faire de travaux, tu n'as pas besoin de licence. Si tu veux le flipper, tu veux flipper ton offre d'achat. Hein, tu veux flipper ton offre d'achat, tu n'as pas besoin de licence RBQ. Mais si tu veux faire un flip réno, un flip maquillage qui demande des travaux, tu n'as pas grandes options devant toi, là, Arnaud. Tu as soit aller chercher ta licence, et on t'invite à aller sur GSC. Donc, Solutions Construction, qui était avec nous il y a 2 semaines, je crois. Donc, tu vas être capable d'aller chercher ta licence en ligne relativement, pas facilement, parce qu'il n'y a rien de facile dans la vie, mais c'est pas très, très compliqué. Donc, va chercher ta licence ou sinon, achète via une compagnie et associe-toi qu'un entrepreneur qui détient 50% des droits de vote, 50% des actions, va t'entendre. Donc, tu vas être en règle de cette façon-là. Donc, voilà. JP, as-tu un petit quelque chose là-dessus? Non, pas vraiment. Écoute, tu as bien répondu là, à la question selon moi. Sinon, on avait MJ Renault, j'imagine Marie-Josée Renault. Bonjour, pour mon financement, si je veux utiliser mon assurance vie, quelles sont les étapes? Je ne sais pas, Yvan, si de ton côté, là, je vais enlever le petit texte ici, je ne sais pas si de ton côté, mais c'est rendu très difficile d'exiger une assurance vie là, au niveau du créancier. Parce qu'en réalité, excuse-moi, Marie-Josée, j'ai mal compris ta question. Je m'excuse, j'y allais vers une déduction d'assurance vie, mais plutôt utiliser mon assurance vie. Quelles sont les étapes? Donc, pour le financement, l'assurance vie, elle doit être permanente. Donc, elle ne doit pas être temporaire. Ça doit être une assurance vie permanente. Et tu peux tout simplement contacter là, ton institution là, qui s'occupe de ton assurance vie. Normalement, tu reçois un petit feuillet là, à chaque année qui dit l'arrachat. Et tu peux également aller emprunter là, dans certaines conditions sur ces assurances vie-là. Donc, tu as une valeur de rachat, tu as une valeur d'emprunt. Je vais bonifier en fait parce que je sautais là-dessus au départ de question. Mais les assurances vie, dans certaines conditions peuvent être déductibles d'impôts. Si, par exemple, le créancier l'exige lors du prêt, donc le créancier exige que vous ayez une assurance vie, dans ce cas-là, ça pourrait être déductible d'impôt dans un projet. Là. Donc, c'est là-dessus que je m'en allais au départ. Là. Excuse-moi, Marie-Josée, j'avais mal compris ta question. Je ne sais pas si, Yvan, tu veux bonifier là-dessus? Ben, en matière d'assurance vie, non, c'est bon. Moi aussi, j'étais parti dans d'autres choses, mais... Quand on parle d'assurance, on part ailleurs. Ouais. D'ailleurs, on va avoir, je crois que c'est le 23 novembre, on va avoir Régis Cloutier et Alison Cloutier. Je ne sais plus si c'est le 16 novembre ou le 23. En tout cas, surveiller ça, on va les avoir avec nous pour répondre aux questions d'assurance habitation. Et sûrement qu'on aura une petite bifurcation sur les assurances vie. Ils vont être capables de nous donner quelques hints là-dessus. Il y avait Hélène Larose, Yvan, le sondage selon lequel plusieurs ménages sont à quitter Montréal vous dit quoi pour l'avenir du marché immobilier à Montréal? Hélène qui est une habituée qu'on salue. Oui. C'est sûr que les banlieues, tant qu'à moi, les banlieues qui ont eu un petit peu une mauvaise presse là, une couple d'années, je pense qu'elles sont bien positionnées maintenant. Là. Les banlieues, on retrouve tout maintenant dans une banlieue.
Donc, on est capable de vivre en banlieue sans nécessairement être obligé d'aller à Montréal. Fait que oui, les gens vont sûrement quitter Montréal, graduellement, pour aller vivre plus en banlieue, étant donné que le télétravail aussi va s'installer. C'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal, mais le télétravail devrait prendre de plus en plus de place dans nos vies. Donc, pas de nécessité d'aller au centre-ville ou d'aller dans des endroits à Montréal pour travailler, pour aller le faire de chez nous. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les valeurs? C'est sûr qu'on ne sait pas. Avec les valeurs à Montréal, qu'est-ce qui va se passer si les gens quittent? C'est sûr que c'est pas la masse qui va quitter. Là. On s'entend que Montréal ne sera pas vite demain matin. Là. Mais quand même, ça peut avoir un gros impact. Ne serait-ce que 5 des gens qui restent à Montréal, s'ils quittent, là, 5 il y a combien de personnes dans la région de Montréal? 2-3 millions, tu sais, ça fait quand même pas mal de monde. Donc, c'est dur de savoir qu'est-ce qui va se passer. JP, tu vas peut-être compléter et je reviens. Ouais, ben, je peux. Tu sais, c'est sûr, c'est une question. Là, on parle vraiment d'une question d'opinion. Là, c'est une boule de cristal. Moi, j'ai souvent tendance à dire qu'il y a beaucoup d'inertie dans un mouvement de population. Donc, les gens voient vraiment au court terme où est-ce qu'il va y avoir un désengagement des villes. Personnellement, j'y crois pas parce que là, on est dans un événement spécial. Est-ce que ça va revenir comme avant? Moi, je crois que oui. Parce que le télétravail, tout le monde a aimé ça au départ. Tout le monde aime ça, mais je suis pas sûr que les gens nécessairement aiment toujours ça, être tout seul chez eux en jogging là, pour travailler. Il y en a que ça va plaire, il y en a que ça va pas plaire. Donc, est-ce qu'il va y avoir un mix télétravail? Travail, ça va rester, ça reste qu'on est quand même un animal de relation, là. Donc on aime ça socialiser, puis je pense pas qu'il va y avoir des transactions ou autres qui vont se faire. On s'entend l'importance des dîners, l'importance des rencontres quand il y a des transactions, quand il y a des partenariats qui se créent. Donc les gens vont continuer à aller se voir pour la création de valeur puis et tout ce qui en suit. Donc, est-ce qu'il va y avoir un mix sûrement, mais est-ce que le centre-ville de Montréal va mourir ou Montréal va mourir? Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'on va revenir exactement où est-ce qu'on était. Donne-nous 2 ou 3 ans pour revenir où est-ce qu'on était. C'est mon opinion, hein. Ça se peut très bien que j'aille tard, puis ça se peut très bien qu'il y ait des auditeurs aujourd'hui, des téléspectateurs qui ne soient pas d'accord, puis c'est bien correct aussi. Donc, c'est juste une question de boule de cristal. Sans dire que ça va mourir, tu sais, les gens, s'il y a plus de gens en télétravail, ça prend une pièce de plus. Hein? Fait que si tu avais un 4,5, c'est oups, je travaille à la maison, c'était pas prévu, ça me prend un 5,5. OK, un 5,5 à Montréal, ça se loue combien si je veux de quoi de décent? Bon, est-ce que je serais pas mieux d'aller m'acheter une maison, je sais pas moi, à Saint-Hubert? C'est vrai. Pour le prix de mon loyer à cette heure. En tout cas, c'est sûr que Montréal va rester quand même la plaque tournante, puis tu veux te divertir, tu veux rencontrer des gens, tu vas aller voir des spectacles, tu veux faire des dîners d'affaires. C'est sûr que Montréal va toujours avoir sa place, mais d'un point de vue locatif, j'ai hâte d'avoir la suite de tout ça. La bonne nouvelle, Yvan, c'est que c'est enregistré. On le rejouera dans 2 ou 3 ans, on se fera une compétition. Non, on fait des blagues. OK, on passe à un autre sujet. Normand Fournel, la remise en argent de la banque sur un 6plex, c'est-elle imposable? Je vais te la laisser, celle-là, Yvan. Oui, la remise en espèces est imposable quand c'est dans le but de générer un revenu. Fait que si tu prends la remise en espèces pour ta maison ou ce que tu ne déduis pas les intérêts, ben, ta remise en espèces n'est pas imposable. Mais dans le cas d'un multilogement ou un CC+, tu perçois des revenus, tu déduis tes intérêts, donc ta remise en espèces est imposable, mais elle est amortissable de ce que je sais, genre sur 5 ans. Donc, tu peux l'amortir sur 5 ans, mais tu dois t'imposer dessus quand même. Parfait. Celle-là, si tu veux, je vais la prendre. Yvan, Caroline Bergeron, est-ce qu'un quadruplex est nécessairement plus rentable qu'un triplex? Caroline, la réponse est oui. La réponse est oui. Pas nécessairement non. Donc, répondre à ta question, non, parce qu'un triplex pourrait très bien être plus rentable qu'un quadruplex dans un scénario où est-ce qu'il y a un prix d'achat qui est plus bas, où est-ce qu'il y a une optimisation possible. Le logement vacant, le propriétaire, le logement vacant, on peut le relouer plus cher, etc., etc. Donc, il y a un paquet de facteurs qui viennent jouer en ligne de compte là, pour cette analyse-là. Donc, non. Par contre, généralement, plus on augmente le nombre d'unités dans un bloc appartement, plus l'immeuble devient rentable jusqu'à une certaine limite. Là, on s'entend, ça plafonne. Ça plafonne assez vite, là, disons, dans le multilogement, mais disons que quand on démarre le duplex, triplex, quadruplex, 5plex, 6plex, généralement, tu vas avoir une meilleure rentabilité plus
la taille du bâtiment augmente. Pourquoi? Parce que généralement, tu n'as qu'un seul toit, qu'une seule fondation. Bref, tu as une meilleure optimisation de ton pied carré dans tes unités, puis tu as un petit peu moins de frais reliés au bâtiment, ce qui fait que généralement, ça va se vendre. Le prix par logement va être meilleur, en fait. C'est surtout ça qu'on regarde. Donc, le prix par logement va être meilleur dans les grandes unités. Voilà. Yvan? Excellente réponse. Il y avait Anthony Picard qui nous disait merci de faire ces QA, ces questions-réponses-là tous les semaines. Ça nous fait plaisir, Anthony. On vous rappelle de partager le post pour gagner le livre Transformant l'opportunité du multilogement trop cher et la formation qui a lieu demain. Il y avait Caroline Urbain qui disait en début que nos chemises se ressemblaient. Jean-Philippe. On peut regarder ça, effectivement. On est le petit picotin est à l'honneur aujourd'hui. On est dans le blanc, on est pur aujourd'hui. Avec la neige, il y a de la neige chez moi. Là. Chez nous, dans notre secteur, il y a de la neige. Ouais. OK, ensuite, on avait qui comme... Tu vois, je vais juste dire que Choukri était d'accord avec moi. Il disait, j'ai fait du télétravail depuis le 13 mars et c'est fatigant après 7 mois. Donc, non, je fais des blagues, mais c'est ça. Je pense qu'on va avoir un mix, hein? Sans rembarquer trop dans la question, je pense qu'on va avoir un mix où est-ce que les entreprises vont dire 2 jours à la maison, 3 jours en entreprise. D'après moi, ça va finir quelque chose comme ça. Oui, parce qu'on est quand même, on est des humains qui ont besoin de socialiser. On s'en rend compte, isolé, à un moment donné, il faut avoir des contacts humains. Fait que peut-être ça va être 3 à la maison, 2. Le co-working va être aussi, d'après moi, de plus en plus en vogue. Même si c'est déjà commencé, je pense que ça va avoir sa place. Ouais. OK. On avait. Guylaine, n'hésitez pas, là. Sinon, on va vous manquer de questions. On va être obligé de se jaser, Yvan et moi. On avait en haut, on avait Choukri pour toi, justement. Mais je vais vérifier par la suite. Avez-vous des conseils et stratégies pour approcher des investisseurs privés pour du financement? OK. Premier warning ou disclaimer qu'on dit en anglais, OK? Faites attention à l'AMF quand vous approchez des investisseurs privés. Okay? Donc, tout est régulé. Donc là, je fais un gros warning ici. Là. Donc, évidemment, c'est une présentation, on est dans une présentation publique. Là. Donc, faut vraiment faire attention avec ces règles-là, puis toujours consulter son avocat avec ça. Mais si on considère que ces investisseurs privés-là sont des investisseurs qualifiés au titre de l'AMF, où ils répondent, là, il y a un formulaire, là, si je me souviens bien, le 45-106, là, si vous voulez parler à vos avocats, le 45-106 qui fait qu'on a une exemption de préparation de prospectus. Là, ça commence à être beaucoup dans les termes, là, mais quand on fait de l'appel public à l'épargne, on doit avoir un prospectus qui coûte très, très cher à fabriquer, ce qu'on n'a pas nécessairement en immobilier. Donc, il est qualifié ou il répond au 45-106, donc la dispense de prospectus. On approche l'investisseur. En fait, la meilleure chose que vous ne pouvez pas demander à votre investisseur immobilier, à votre investisseur passif, votre investisseur immobilier passif, c'est quoi ton désir? Que désires-tu avec l'investissement immobilier? Est-ce que tu désires avoir de l'intérêt? Est-ce que tu désires avoir de l'équité? C'est quoi que tu désires? Et c'est la base, parce que les gens, souvent, dans les appels de coaching, nous disent c'est quoi c'est quoi un bon deal? Ben, commence par demander c'est quoi le deal que ton investisseur passif veut, puis ça va déjà être une bonne base. OK? À titre général, souvent les gens disent mais mettons généralement. Généralement, dans l'investissement immobilier, on est à 50-50. Donc, quelqu'un qui trouve la transaction qui optimise le bâtiment a 50%. L'investisseur passif, de son côté, lui, a 50%. Si vous commencez, est-ce que ça peut basculer? Vous avez 30, l'investisseur a 70, absolument. Et quand vous êtes plus expérimenté, ça peut basculer de l'autre côté aussi. Mais la stratégie, c'est de demander ce qu'il veut et d'être 100% transparent et d'être véritable et de ne jamais mentir. Parce que les investisseurs passifs, ils doivent bâtir une confiance en vous. Donc, soyez le plus franc possible, soyez le plus transparent. Donc, quand on fait un partenariat avec un investisseur, on donne tous les documents, on dit tout ce qui peut aller mal aussi. Donc, on établit toute la braquette de choses qui pourraient aller mal et on essaie d'être le plus franc possible pour que l'investisseur immobilier l'investisseur passif ait
le choix le plus éclairé possible. Donc, c'est ça, je te dirais, les trucs. Et gardez ça simple. Il y en a qui font des présentations là, de 30 pages sur les bâtiments. Moi, c'est une page, une photo du bâtiment. Voici ce qui peut bien aller, voici ce qui peut mal aller. Et de présenter de présenter ça simplement au niveau de l'investisseur passif. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Chukri. Là. Je sais que je suis allé à gauche, à droite, là, mais c'est un sujet quand même complexe, les investisseurs passifs. Mais bref, je ne sais pas si Yvan, tu avais quelque chose à rajouter. Intéressant. Peut-être qu'on pourrait bonifier en disant que si vous êtes capable d'avoir un rapport d'évaluation agréé de votre projet, ça va aider beaucoup à closer en bon français les partenaires, parce que je sens être un avocat puis toi rentrer dans les subtilités, mais il y a une différence entre des investisseurs puis des partenaires qui font partie intégrante du projet, qu'ils soient actifs ou passifs. Donc, nuance, j'écris, cherche des partenaires, ça va être plus facile et dans le sens que ça va être plus conforme que de chercher des investisseurs. Okay? Parce que investisseurs, c'est quoi? On parle peut-être de l'AMF et tout ça. Donc, partenaire, ça va mieux passer. Et voilà, donc je ne sais pas si tu avais un petit dernier point. Non, je pense que c'est très bon, Yvan. Je pense qu'on peut aller à la prochaine question. Il y avait Guylaine qui parlait de phase environnementale. Guylaine, en passant, qu'on salue directement des États-Unis. Wow. International, on est pan-américain ce midi. Ah ben ouais, on est pas. Ouais, Guylaine qui a fait son coaching qui est déménagé aux États. Je ne sais pas si elle est revenue au Québec, mais si tu es aux États-Unis, hi. Vas-y, JP. Donc, elle disait, est-ce que vous feriez une phase 1 pour un duplex 1921, sachant qu'un voisin immédiat a du mazout sur la fondation en pierre à l'intérieur, pierre noircie dans la carte de service? Bon, Guylaine, déjà en partant de 1921, c'est sûr que ça a été chauffé à l'huile. Okay, c'est sûr que le réseau électrique ne pouvait pas chauffer les duplex en 1921, donc c'est sûr que la propriété a été chauffée au mazout. Le voisin a été chauffé au mazout aussi, ce qui est normal aussi, probablement qu'il a été construit dans les mêmes années. Là, c'est une question de prise de risque, OK? Parce que pour un duplex, on n'a pas besoin d'apporter des phases environnementales. Okay? Donc, ce n'est pas un requis par les institutions bancaires. Donc, il n'y a personne qui vous le requiert réellement. Par contre, c'est sûr que si vous avez une contamination ou un sujet à contamination, c'est sûr que ça va être la phase 1, ça va être la phase 2 automatiquement. Donc, la phase 2, ils vont venir carotter le sol du duplex. Là, ils risquent de peut-être trouver du mazout. Si j'étais le vendeur, jamais je laisserais faire ça, parce que c'est sûr que si vous faites une phase 1 et vous faites une phase 2 et c'est contaminé, par la suite, il faut toujours le divulguer. Donc, moi, je ne le laisserais pas faire. Donc, si tu es capable de le faire, fais-le. Et si tu n'es pas capable de le faire, en fait, c'est simplement une prise de risque parce qu'on ne voudrait pas, je ne sais pas c'est quoi les buildings autour, mais par exemple, si tu as un 12 logements juste à côté de toi et là, finalement, tu es la source de contamination et que le 12 logements fait une étude de phase et il se aperçoit que c'est toi qui l'as contaminé, bien, dans ce cas-là, tu serais responsable. Tu pourrais, en fait, tu pourrais être responsable de cette contamination-là. Donc, c'est un risque à prendre. Donc, oui. Là, je ne sais pas si Yvan, tu peux trancher. Là, je suis un peu indécis face à ça. Moi, je te ramène à la base, Guylaine. C'est ce qu'on parlait dans le coaching. Tu es en train d'acheter un immeuble, je ne sais pas comment tu vas payer pour, là, mais tu vas peut-être payer 2, 3, 4, 500 000 pour ton immeuble. Rajoute 1 500 $ pour une phase environnementale. Ça n'aura pas vraiment d'impact dans ton prix d'achat. Puis si tu mets 150 000 pour acheter ton immeuble, mets 151 500, ça ne changera pas bien tes rendements. C'est pas une paire de souliers qu'on achète, c'est quand même important. Fait que n'hésinez pas sur les inspections, les phases environnementales. C'est sûr qu'on n'en fera pas 22 avant d'acheter un immeuble, là, on va se ruiner, mais si tu penses que l'immeuble il vaut la peine, je ne me casserai même pas la tête, je le ferai faire. Là, juste pour ces raisons que je viens de te donner. Et en passant, Guylaine a dit qu'elle était au Québec, là, elle a dit que son Internet coupait constamment. Donc, désolé, Guylaine. Là. Ensuite, est-ce que tu avais une autre question que tu voulais lire, Yvan? Ou, Ah, ben, t'as peu, on avait, si on suit, là, on continue. Oui, les gens se sont réveillés. Là, on parle de loyer vacant à Caroline, une concession de plus en plus de loyers de logements à louer. Donc, nos amis de Ziplex, en passant, Yvan,
On les salue, hein, ils ont lancé la version 3.0 de Ziplex, donc l'évaluation justement du prix des logements à Montréal. Et justement, on constate une augmentation là, de la vacance à Montréal. Donc, je ne sais pas si tu voulais répondre à la question, puis je veux bien. L'immigration peut peut-être avoir un impact là-dessus. Il y a peut-être beaucoup moins d'immigration avec la COVID, donc moins d'immigration qui rentre, ça peut avoir un impact. Ensuite, l'étalement urbain qu'on parlait tantôt, les gens qui quittent Montréal peut également avoir un impact. C'est sûr que il n'y a pas une seule raison, c'est un ensemble de facteurs. Des taux d'intérêt qui sont super bas, qui pourraient inciter les gens à se construire, à avoir une maison en banlieue, va aussi être un autre argument. Pourquoi il y aurait plus de locations? JP, tu aurais-tu un petit point là-dessus à rajouter? Oui, moi je pense que c'est l'immigration. Et la deuxième chose, les cours, cégep, université, la plupart des cours sont en ligne aussi, donc ça n'a pas forcé les étudiants cette année à se déplacer. Là. Donc nous, on le voit à Côte-des-Neiges, logement que j'ai avec ma conjointe Sandra, là, qu'on voit que les logements de luxe prennent un petit peu plus de temps à louer, donc c'est un petit peu plus difficile, moins de pression sur les logements. Donc c'est sûr que là, on parle de milliers et milliers de personnes qui ne sont pas à Montréal là, en ce moment, qui ont probablement décidé de rester chez leurs parents également. Donc, voilà, moi, je pense que c'est les principales causes à ce niveau-là. Marie-Lou, qui a très hâte de voir les formations en personne, c'est plus constructif que par vidéo. On a hâte, nous aussi, effectivement. Tout le monde a hâte. Ouais, mais au moins, en tout cas, au moins, vous avez l'information. Vous n'avez pas l'énergie physique, vous avez l'énergie virtuelle. Anthony Picard, location de condo, vous en pensez quoi? Ça dépend par rapport à quoi. Si on parle d'avoir du cash flow et de faire beaucoup d'argent en cash flow, c'est pas nécessairement l'investissement idéal parce que les frais de remboursement hypothécaire, plus tes frais de condo, tes taxes, tes assurances, par rapport à ce que tu vas louer. Règle générale, on est pas mal kiff-kiff, là. Ça dépend des stratégies, mais de façon générale, on ne fait pas bien de cash flow avec des condos. Ça dépend par rapport à quoi tu parles. Tu sais, le financement, ça va être basé sur ton financement, sur tes capacités personnelles à rembourser le prêt. Donc, 1, 2, 3, ça peut aller, mais à un moment donné, ça va être plus dur à financer. Quoique, il y a des gens qui ça va très bien. Là, on pense à Isabelle Boyer à Québec, je pense qu'il y a 9 condos. Donc, elle a commencé avec des condos, ça a bien été, avec des bonnes stratégies qu'elle a appris au club pour être capable de financer tout ça. On la salue d'ailleurs, celle-là. Donc, moi, ça m'excite plus ou moins. Là. Même chose ici, Yvan. Le condo, tu sais, pour la même mise de fonds, on peut s'acheter un duplex. Puis en plus, dans le condo, ce que j'aime pas, c'est qu'on n'est pas en contrôle de notre investissement à 100%. Donc, souvent, on n'a qu'un vote parmi une assemblée là, de copropriétaires dans lequel on n'est pas nécessairement en contrôle de ce qui se passe. La plupart du temps, c'est cash flow négatif. Donc, tant qu'à ça, moi, j'achèterais un duplex là, ou une maison où est-ce qu'on est plus en contrôle. Donc, pas un grand fanatique de mon côté de la location. Est-ce que tu achètes un condo neuf, Anthony, ou un condo qui a 20 ans, où ce que là, les fenêtres vont être dues dans une couple d'années, la toiture, tu vas avoir des cotisations spéciales. Si tu achètes neuf, c'est une autre histoire. Là. Par rapport aux cotisations spéciales, les risques de ne pas être là, mais s'il est un petit peu âgé, ton condo, attends-toi à mettre de l'argent. Ça dépend aussi comment il y a d'argent dans le fonds de réserve. Informe-toi du fonds de réserve. Informe-toi qui gère le condo. Parce que si tu achètes parmi 24 unités, puis c'est géré par monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas l'immobilier, ça peut être géré tout croche. Mais ça peut être une belle occasion d'apprendre aussi, de dire, je vais me mettre sur le conseil d'administration, sur le syndicat de copropriété, puis je vais gérer un 24 unités sans détenir un 24 unités. Ça peut être bien pour ça. Mais à la base, c'est pas comme ça. Si ton but, c'est de t'enrichir en immobilier, à long terme, c'est pas la technique à utiliser. Ça peut être bon comme premier achat pour partir la roue. C'est un bon deal. Encore là, tu sais, si un condo vaut 300 000, tu le payes 225 000. Oui, c'est bon, on t'a rattrapé. Pierre-Luc Drouin qui disait aussi, je vais juste le mettre rapidement, là, qui disait les Airbnb convertis à long terme pour les logements, effectivement, ça a eu un impact. Là, toutes les Airbnb qui ont reconverti en logement long terme. Très bien vu, Pierre-Luc, aussi pour la vacance au niveau de Montréal. Ensuite, il y avait on va faire une belle pub à notre ami Jean-François Picard.
Ah, conversion électrique là, d'un sixplex chauffé au mazout. Donc, c'est sûr que sixplex, c'est pas nécessairement la plus grosse, le plus gros plex à changer. Donc, il faudrait peut-être faire des calculs, le contacter, le JFPS électrique. Je sais pas si Yvan, tu peux le taper dans le chat en même temps, là. Jean-François Picard, JFPS électrique. En passant qu'il y a un merveilleux témoignage dans notre livre sur la conversion électrique. Qui est à lire définitivement. Donc, oui, la conversion, ça vaut souvent la peine. Donc, aller regarder, faire une soumission à ce niveau-là. Et la plupart du temps, comme c'est expliqué également dans le livre, on échange ça contre une connexion Internet. Donc, on installe l'Internet dans le bloc. On échange la facture de chauffage contre un Internet qui est gratuit, qui est à peu près la même chose en termes de coût là, pour les deux locataires. Donc, moi, j'y vais. Oui. En plus, on a moins de gaz à effet de serre, on pollue moins. En plus, au lieu d'enrichir des compagnies qui sont à l'extérieur de la province, on enrichit notre pot québécois. Donc, l'électricité, ça s'en va directement dans nos poches. Donc, juste du positif dans les conversions électriques. Allez-y. Go pour les conversions électriques. Yes, puis allez sur la page Facebook du club dans la section vidéo. Dans la section des témoignages, j'allais voir un petit témoignage que Jean-François a fait. Un gradué du coaching régulier et triple avancé, dans le sens qu'il a fait 3 fois son coaching avancé. Je ne comprends pas, il est très, très hâte, mais il comprend la puissance du réseautage et l'importance de se former. Donc, salut JF, c'était là. Oui, sa conjointe, je pense qu'elle suit aussi souvent les questions-réponses. Donc, j'avais quelques petits commentaires. Quand on mentionnait son nom, j'avais quelques petits commentaires parfois. D'ailleurs, Marika, c'était là. Marika fait le coaching accompagné de son époux, Jean-François. Celui qui, je ne sais pas c'est qui, mais c'est lui. Oui, celui qui. Bonjour messieurs, bravo pour votre implication. OK, excellent. Oups, ça a bougé. Question, vous pensez quoi des propriétaires qui vendent leur plex centenaire ou qui va devenir centenaire? C'est quoi les enjeux? Merci les mordus et j'ai partagé le live. Donc, on salue les mordus s'il y en a ici. Ceux qui sont du groupe des mordus. Donc, on pense de quoi des immeubles centenaires? JP, as-tu une expérience là-dedans? Ben, tout dépend. Tu sais, celui qui, mon Dieu, c'est dur d'adresser à celui qui, là, mais bon, celui qui a posé la question. Tu sais, les immeubles centenaires, oui, j'en ai eu des fondations de pierre, pas tout à fait centenaires, mais proches d'être centenaires. Là, donc, on parlait. Ben, en fait, ils doivent être pas loin d'être centenaires. En fait, oui, dans les immeubles dans la région de Saint-Hyacinthe, là, où j'ai des fondations de pierre. Tout dépend de l'entretien qu'on lui a donné. Donc, est-ce qu'on lui a donné de l'amour? Est-ce que la fondation de pierre, est-ce qu'on a, j'ai oublié le terme, là, mais les joints au niveau de la fondation de pierre ont été refaits, remoldés ou quelque chose comme ça, j'ai oublié, désolé. Mais bref, les joints de la fondation de pierre ont été entretenus. Est-ce que l'électricité a été changée? Est-ce que la plomberie a été changée avec le temps? Donc, tant qu'à moi, un building, ça a presque une vie infinie, tant que c'est bien entretenu avec le temps. Donc, est-ce que ça me dérange réellement un immeuble centenaire? Pas vraiment. En fait, tout ce qu'on fait, c'est que dans notre feuille de calcul, on va peut-être lui mettre un petit peu plus d'entretien, spécialement pour la fondation, dans le cas de fondation de pierre. Mais sinon, pas vraiment. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec les immeubles centenaires. Donc, fais attention, celui qui, quand tu vas rénover la façade, ça se peut qu'il y ait des PIA ou des CCP-moi, qui disait Antoine. Oui. Donc, des règlements, dans le fond, qui viennent encadrer, dans le fond, ce que tu peux faire comme travaux sur la façade. Si c'est patrimonial, ça se peut qu'il faut que tu refasses, mettons que tu rénoves peut-être comme il était à l'époque ou tu as peut-être des restrictions là-dessus. Donc, fais attention là-dessus. Et j'avais une autre chose qui m'est passée par la tête pendant que tu parlais, mais ça m'a échappé. Ça va sûrement revenir d'ici à la fin du live. En attendant, Marie-Lou Barry, pour un premier emprunt avec un prêteur privé, doit-on inclure notre situation personnelle dans les chiffres ou juste de décrire? Imagine prêteur privé, si tu veux, je vais répondre, Yvan. Tu sais, Marie-Lou, un prêteur privé, c'est important de comprendre qu'il prête, oui, au bâtiment, mais il prête surtout à l'emprunteur, à savoir l'expérience, combien tu vas te mettre à nu, entre guillemets, dans le sens où tu vas mettre de l'argent dedans. Là, ils appellent ça du skin in the game dans le monde dans le monde anglais. Donc, skin in the game, alors quand est-ce combien tu mets ta main dans le projet ou est-ce que si tu veux que ça réussisse bien,
Donc, tu as des choses à perdre en réalité. Là, excusez-moi, je cherche mon langage aujourd'hui. Mais combien tu as à perdre dans cette transaction-là? Donc, le prêteur privé va regarder définitivement tes ratios. Pas tes ratios personnels, mais ton équité, puis combien tu mets dans le projet, puis qu'est-ce que tu as à perdre là, dans la transaction. Ça fait partie vraiment pas du principe, mais voyons, des prêts. Tabarouette, Yvan, achète-moi une voyelle, puis achète-moi des voyelles, puis des consonnes, s'il vous plaît. Ça fait partie du processus de prêt des prêteurs privés. Voilà. Good, hey, on voit que ton bord, la lumière a changé. Ouais, ben, j'ai essayé d'être plus dans la thème de blanc avec toi, là, donc voilà, j'ai essayé de me matcher. Ça m'est revenu, celui qui, ce que je voulais dire, c'est que je voulais bonifier, dans le fond, ce que tu disais, les immeubles centenaires. Moi, je préfère de loin un immeuble centenaire bien entretenu, comme disait JP, qu'un immeuble comme un condo, je parlais tantôt, un immeuble qui a, mettons, 25 ans, où ce que le propriétaire n'a rien fait dessus, il l'a comme laissé aller, il a loué sans faire de travaux, puis tout est d'origine, la toiture est d'origine, les fenêtres sont d'origine, cuisine, salle de bain sont d'origine. Fait que là, c'est sûr, va te taper tous ces travaux-là. Donc, je préfère un immeuble centenaire qu'on sait que la toiture a peut-être été faite 4 fois, les fenêtres ont peut-être été faites 3 fois, donc ça a sûrement été rénové à l'intérieur, règle générale. Donc, aucun problème à ce que l'immeuble soit vieux, en autant qu'il soit bien entretenu. Donc, bonne inspection, bonne vérification diligente à faire là-dessus. Et voilà. Ensuite, il y avait, mon Dieu, alcool. On a nos noms aujourd'hui, hein? On va l'appeler Monsieur Cole. Monsieur Cole, bonjour. Avez-vous des conseils, des stratégies pour les propriétaires d'immeubles locataires avec des logements vides depuis plusieurs mois? Ben oui, il faudrait voir le pourquoi que c'est vide, puis combien qu'il y en a. Je sais pas, si tu achètes un 6 ou un 8, puis il est à moitié vide, tu vas avoir des petits problèmes, des petits défis de financement. OK, mais si tu as 2 logements sur 12 qui sont vacants, c'est une autre histoire, mais si ton immeuble est à moitié vide, stratégie pour l'acquisition, ben, passer par un prêteur privé, ça risque d'être plus facile parce que la banque, si ton immeuble est à moitié vacant, ça risque d'être plus dur. Peut-être stratégie d'acquisition dans ce cas-là, faire une location avec option d'achat. Donc, tu proposes d'acheter l'immeuble au vendeur, mettons dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, tu lui loues pendant un certain temps et tu remplis l'immeuble durant ce temps-là. Et donc, tu vas le remplir comme tu veux, avec les gens que tu veux. Tu vas pouvoir choisir, dans le fond, qui vont être tes locataires. Tu vas être capable de voir si l'immeuble est problématique, parce que si tu as 3 sur 6 qui sont vacants, c'est-tu parce que c'est un problème de gestion du vendeur ou c'est un immeuble mal localisé, mauvaise réputation? Donc, ça te permet de prendre en charge l'immeuble avant même de l'acheter. Et dans 1 an, par exemple, ben, tu vas prendre possession de l'immeuble qui va être plein, qui va être rempli et tu vas être capable d'aller chercher un financement là-dessus. Et tu peux même utiliser comme argument de négociation avec le vendeur, ben, je vais le remplir et je vais vous donner, mettons, un loyer sur 3, parce que là, il y en a 3 de vacants, mais je vais vous en donner un. Moi, je vais prendre les 2 autres. Donc, ça peut être une stratégie d'acquisition, une négociation avec le vendeur quand l'immeuble, il y a beaucoup de vacants dedans. JP? Non, c'est bon. Écoute, je regardais les questions un peu à venir. François Tremblay, au sujet des prêts entreprises de 40 000. Moi, je ne suis pas au courant de ça, Yvan. Donc, au sujet de 40 000, si je n'avais pas d'engagement au 1er mars, existait-il une autre façon d'avoir accès aux prêts de 40 000? C'est assez pointu, là. Donc, je ne sais pas si on n'est pas dans l'immobilier. Puis, je ne suis pas là pour suivre les règles. Nous, là, on a réussi à aller les chercher. Mais je ne peux pas te dire, là, honnêtement, François B. Tremblay, on n'a pas mélangé avec François Tremblay. On salue en passant, François, on te salue. On a hâte de te revoir, mais malheureusement, on n'a pas de réponse là-dessus. Je te dirais, une institution financière, habituellement, sont assez au fait. Là, mettons que tu appelles Desjardins, si tu es membre Desjardins, ou appelle ton institution financière à laquelle tu as ton entreprise, et ils vont être capables de te guider là-dedans. Sinon, ben, tu vas à la source, puis tu vas au fisc. Il y avait toujours celui qui ici, je suis à Montréal, j'aimerais investir à Trois-Rivières, Sherbrooke, donc beaucoup de kilométrage. Est-ce que c'est recommandé d'investir loin comme ça de chez soi? À la base, non. À la base, non, parce que tu es loin de ton investissement. Quoique ça, des fois, il y en a qui passent outre ça parce qu'ils ont des immeubles en Floride ou aux États-Unis.
Mais si c'est le cas, si tu achètes à distance, assure-toi d'avoir un gestionnaire fiable, bien implanté depuis plusieurs années, qui va être capable de gérer ça, ou d'avoir quelqu'un de ta famille qui va être capable de s'en occuper. Mon oncle, ma tante, ça peut être bon, mais encore là, tu es loin de ton investissement. Et si tu gères toi-même, au début, tu vas être motivé. Si, je ne sais pas à quel niveau tu es rendu, celui qui, là, mais au début, tu vas être bien motivé à faire de la route pour y aller. Puis, hey, tu trouves ça le fun, mais après une couple de mois, après une couple d'années, tu vas te lasser. En tout cas, moi, je me suis lassé de Sorel, qui était à 1 heure de Montréal. Aussi de Huberdeau dans le coin du Mont-Tremblant et de paquet d'autres villes où j'ai investi, donc trop loin de mon domicile. Et on vous dit au début, là, soyez proche de vos investissements, puis vous faites ah non, non, c'est correct, moi, je suis différent des autres. Tous ceux que je connais qui l'ont fait, en tout cas, la plupart, après une couple d'années, sont rentrés au bercail. Ouais, je suis d'accord. Même chose pour moi. Donc, je voulais juste prendre 2 secondes. Je voyais qu'il y avait quelques personnes qui disaient que ça coupait de leur côté. On est vraiment désolé. En fait, c'est vraiment pas de notre ressort, là. Ça semble être un problème peut-être du côté de Facebook au niveau du live. Donc, on s'excuse là, parce que nous, notre réseau fonctionne bien. Le dispatch fonctionne bien ici. Donc, on s'excuse pour ça. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir le réécouter en rediffusion de façon complète. Voilà. Mathieu Lapointe, Boily, un vrai nom, c'est cool. On s'incorpore ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Toi, tu as entendu dire que certains disent que oui, absolument. J'aimerais savoir qui sont les certains. Est-ce que c'est des gens qui font des incorporations qui t'ont dit ça? Certains disent que pas besoin. Ça dépend vraiment de ta situation, Mathieu. Combien tu gagnes? Premièrement, ça dépend de tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton investissement? Tu veux-tu le flipper? Tu veux-tu le garder? Première question à te poser. Si tu veux flipper, règle générale, l'incorporation demeure intéressante, mais encore là, il y a certaines spécifications là-dedans. Mais bref, flipper, intéressant normalement d'incorporer. Je parle de flip tel quel ou flip de PA, mais si tu flippes des immeubles à rénover, évidemment, là, ça prend l'incorporation pour être by the book. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ton immeuble? C'est une question à te poser. Quels sont tes revenus personnels présentement? Est-ce que tu as besoin de l'argent qui va être fait dans la société pour en vivre? Parce que si c'est le cas, ben, la compagnie va payer de l'impôt. Tu vas sortir de l'argent pour la mettre dans tes mains pour en vivre. Tu vas payer de l'impôt, puis tu vas arriver à peu près au même taux d'imposition, sensiblement, que si tu l'avais fait en nom personnel. OK? Ensuite, il y a la notion de protection. Si tu veux protéger ton patrimoine familial, tu es mieux de t'incorporer. Ça, c'est sûr, parce que c'est un patrimoine distinct que la compagnie a là, donc distinct du tien. Donc, tu vas protéger tes biens. Sauf si tu fais de la fraude. Là, si tu fais de la fraude dans ta compagnie, il pourrait lever la voile corporative qu'on appelle puis aller te chercher l'administrateur qui est en dessous, mais si tu n'as pas l'intention de faire de la fraude, ton patrimoine familial va être protégé. Moi, je te dirais de consulter un fiscaliste puis un avocat. Donc, un avocat pour le droit, puis un fiscaliste pour être sûr qu'est-ce qui est le mieux pour toi, là, pour ne pas en laisser trop à l'impôt. Yes, merci Yvan. Caroline Urbain, également une fidèle de nos lives. Combien environ une installation Internet par logement? C'est difficile d'établir un coût par logement, Caroline, parce que souvent les installations, ça va être en fonction du type de bâtiment, béton, type de construction aussi. Mais à titre indicatif, on vient de recevoir une soumission là, pour l'installation Internet dans un 23 logements. Là, taxes incluses, on parlait de 5 000 $. Donc, tu peux l'estimer. C'est sûr que le coût par logement ne diminuera pas autant parce qu'il y a une installation minimum à avoir. Là. Donc, de mémoire, 14 logements. Sandra, tu me corrigeras au pire, là, mais je pense qu'on était autour de 3 500 pour 14 logements. Donc, tu as un peu la braquette, là, 23 logements, 5 000, 14 logements, à peu près 3 500. Donc, tu vois, tu as un certain coût de base au niveau de l'installation, puis ensuite, ça descend. Puis là, ta ligne Internet, tout dépend du nombre de logements aussi, ça va varier aussi. Donc, Caroline, voilà. Excellent. Hey, déjà, 1 heure moins quart, le temps file très rapidement ce midi. Yes. Ceux qui n'ont pas fait, on partage. On va le mettre en même temps. chemise égale, livre égal. Voilà. Pas une barbe, là. Ouais, c'est ça prendrait la barbe.
Donc, merci à ceux qui vont partager. Je ne sais pas si Sandra, elle est là, notre vérificatrice officielle directement de Coteau-du-Lac. Oui, la firme Leduc Thibault et fils et filles. Good. Fait que bientôt, on va nommer les gagnants. Donc, Oui. restez jusqu'à la fin. Absolument. Ensuite, Il y avait Thibault, également un fidèle de nos questions-réponses. Est-ce qu'une marge de crédit personnel est acceptée dans la mise de fonds pour acheter un 5 logements et plus? Est-ce que tu veux y aller, Yvan, pour celle-là? de ce que je sache, oui. Tu ne peux pas mettre une marge de crédit hypothécaire de ce que je sache sur un immeuble à revenu, mais si c'est ta maison, donc, ou ton condo, par exemple, que tu habites et tu as de l'équité, donc tu peux aller chercher une marge de crédit. OK, personnel, excusez. Oh. Important, les mots, hein? Une marge de crédit personnelle, règle générale, non, mais peut-être que selon la situation, si tu as un petit montant, là, c'est un petit montant de ta mise de fonds, ça pourrait être accepté. Donc, je ne sais pas, ça prend 200 000, tu en as 175, il t'en manque 25. Ben, tu peux aller chercher sur une marge de crédit personnelle, le 25 000 en question, t'en servir comme mise de fonds. C'est sûr que si c'est assuré CHL, ils vont sûrement demander que ça soit là depuis 90 jours. Donc, ça pourrait être refusé de ce côté-là. JP, as-tu quelque chose là-dessus à ajouter? Non, c'est pas mal ça. Ben, tu sais, tout dépend aussi, je tiens à le dire, tout dépend de la relation aussi avec ta banque que tu sois dans le 5 logements et plus. Là. Donc, très important d'avoir une bonne relation avec la banque ou la caisse. Là. Donc, ça va dépendre aussi si on accepte ou non ce genre de mise de fonds. Là. Donc, très important les relations à ce niveau-là. Il y avait au niveau chalet locatif, Oussem, au niveau chalet locatif, est-ce que vous pensez que c'est plus risqué avec la situation de COVID pour la demande de locatif? Est-ce que c'est une bonne stratégie pour grandir notre capital? Bon, à savoir, premièrement, je ne suis pas expert chalet locatif, je pense pas qu'Yvan non plus, c'est ton domaine d'expertise, là. Corrige-moi, Yvan, si j'ai tort. Pas vraiment le domaine d'expertise. On est capable de répondre quand même de quoi de. Absolument. Tu sais, moi, je fais juste dire qu'en ce moment, c'est une montagne russe là, où est-ce qu'il y a personne qui a pu voyager cet été. Donc, on a investi toutes nos vacances au Québec. Donc, le chalet locatif, c'est très, très bien porté là, durant la saison estivale, puis même à l'automne. Donc, on est en haut. Est-ce que ça va baisser un petit peu fort probablement l'été prochain si on a le droit de voyager? Donc, imaginez les budgets voyage vont retourner un petit peu à l'étranger, à l'extérieur. Donc oui, est-ce que ça peut être une bonne solution? Oui, c'est pas nécessairement très, très riche en cash flow, là, de ce que, comme on a dit avec Yvan, on n'est pas spécialisé là-dedans, mais on connaît évidemment plusieurs personnes qui le font. C'est pas nécessairement très riche en liquidité. Il faut vraiment trouver une bonne opportunité, il faut bien travailler avec, et éventuellement, il va finir par profiter. Mais oui, ça pourrait très bien être un mode d'investissement comme les autres. Là. Voilà. Pour influencer la donne aussi l'année prochaine, la faiblesse ou la force du dollar canadien. Si le dollar est faible, peut-être que nos Américains, nos voisins du Sud vont vouloir également sortir de chez eux puis aller voyager. Bon, est-ce qu'ils vont aller louer un chalet Saint-Clinclin des Meumeux ou au Mont-Tremblant? Bon, c'est sûr qu'ils vont aller dans des endroits plus comme le Mont-Tremblant, tout ça, mais ça pourrait influencer un petit peu la donne. Là. On a un chalet sur le bord de l'eau, dans Charlevoix, peut-être qu'on va avoir des clientèle américaine, peut-être qu'ils vont vouloir y aller. Bref, c'est pas le point majeur, mais ça peut être une petite influence sur ce qui va se passer l'année prochaine. Très dur de savoir comment que ça va se comporter. Là. Mm-hmm. 4 personnes, autant d'opinions. Tu vois, on est 2 personnes, 3 opinions aujourd'hui. OK, David, qui avait une question un peu longue, je te la lis, Yvan. Donc, pocket listing de condo voisin sort demain. Suis-je obligé d'avoir une lettre de préapprobation hypothécaire? Donc, première partie de la question, lettre d'approbation. La courtière immobilière me dit que la vente de PA ne sont pas possibles pour fin de spéculation. Donc, deuxième question. Donc, Yvan, est-ce que tu veux y aller pour celle-là? Donc, lettre de préapprobation, est-ce qu'on est obligé? Puis, est-ce qu'on a le droit? J'ai manqué un petit bout parce que je suis en train de regarder Sandra qui m'envoyait les gagnants là, des Parfait, je vais y répondre dans ce cas-là. David, est-ce que tu es obligé d'avoir une préapprobation? Pas du tout. Donc, une promesse d'achat, tu peux mettre une condition de financement ou non. Est-ce que ça t'aide? Oui, ça l'aide beaucoup. Donc, c'est quand d'avoir une préapprobation d'ici là, ça va aider.
Donc, tout ce qui est dans les petites unités, là, maison, duplex, triplex, quadruplex, il faut avoir des pré-approbations. Donc, ça va aider beaucoup ton dossier. Est-ce que tu es obligé? Non. Puis ensuite, pour la revente de promesses d'achat, en fait, je vais te diriger vers le cours là, IMO 101 dans lequel on explique un peu comment ça fonctionne de façon légale. Quand que c'est bien fait, il n'y a rien d'illégal à céder un contrat. Dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on cède un contrat qu'on a moyennant une rétribution. Donc, juste bien le faire légalement. C'est sûr que si tu commences à le faire à répétition, là, ça devient illégal parce qu'on a besoin d'une licence de courtage. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est du légal. Je ne veux pas non plus que je me fasse taper ses doigts par un courtier ou autre. Là. Je ne veux pas rentrer dans le légal, mais disons qu'il faut faire attention là, parce qu'on joue un peu sur la licence de courtage. Donc, voilà. Je ne sais pas si Yvan, tu voulais rajouter quelque chose à ce niveau-là. Non, non, on se quand même se dirige vers la fin bientôt. Là. Il reste encore à peu près une dizaine de minutes. Peut-être, parce que là, il y a quand même beaucoup de questions. Bon, on en aurait jusqu'à 1h30, je pense. Puis, tant qu'on va rester là, il va en avoir. On va annoncer les gagnants bientôt. Mais avant de parler des gagnants, je vous rappelle que demain, il y a une formation transformée en opportunité des multilogements trop chers avec Jean-Philippe et un petit peu de moi-même dans la première heure. On a les flips jeudi prochain, jeudi qui s'en vient, avec moi-même et sûrement Dave Powell qui va être là. Et le coaching qui débute le 30 octobre prochain, donc c'est des vendredis. Donc, évidemment, on le commence en ligne en espérant que sous peu, on va être capable de le faire en personne. Comme disait tantôt Marie-Lou, à l'heure de nous voir en personne, c'est sûr que c'est toujours plus agréable, mais quand même, l'information demeure la même et ça vous permet quand même d'avancer dans votre processus d'investisseur. Ensuite, on avait une petite dernière question, ou peut-être on va procéder peut-être au tirage pendant que tu choisis une question, JP. Puis après la dernière question, bon, on fera notre finale. Donc, Absolument, je vais choisir ça. En fait, je vois quelques commentaires. Les gens disaient que ça gelait. Comme je l'ai dit, ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas de notre ressort, c'est du côté de Facebook. Pour une fois que on n'est pas le coupable, Yvan, disons-le, on va le dire. Pour une fois que c'est pas nous le problème technique. Donc, on va le dire. Voilà, ouais, exactement. Pendant que tu cherches gagnant de la formation pour demain, oui. Une participante du coaching, une fidèle au QER, donc ça va payer une partie de son temps investi dans le QER chaque semaine. Caroline Urbain qui gagne la formation. Bravo, bravo, bien sûr. Et Mathieu Lapointe-Boily gagne le livre. Donc, quand même une valeur de 30 $ le livre. Oups, comme ça. Puis, à la fin, on a un laissez-passer qu'on peut détacher. Donc, on détache la page et ça nous permet de devenir un événement mensuel qui coûte normalement 20 $. Donc, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date limite pour utiliser, dans le fond, le laissez-passer. Donc, ça vaut quand même 50 $. Félicitations. Et on prend une dernière petite question avant d'aller à la finale. Oui, il y avait Séverin ici. J'ai une question. Après avoir refinancé tout l'immeuble, est-ce que l'intérêt de l'augmentation du prêt hypothécaire du refinancement est déductible d'impôt? On nous la pose souvent, cette question-là, Yvan. Ouais. Vas-y, je te laisse y aller. OK. Je pensais que c'est Yvan dans le sens répond. Oui, si c'est dans le but d'un réinvestir, donc tu prends l'argent du refinancement et tu investis dans le but de générer des revenus, donc tes intérêts sont déductibles. Mais si tu prends le fruit du refinancement, tu vas t'acheter un Winnebago pour voyager, ben, évidemment, ce n'est pas dans le but de faire un revenu, donc les intérêts ne sont pas déductibles. Donc, fais attention au refinancement, tu récupères l'argent que tu as mis dans l'immeuble, donc remboursement d'avance de fonds, ou récupération de la mise de fonds, et l'excédent doit être réinvesti pour être capable de déduire les intérêts sur cet excédent-là. Et voilà. Voilà, c'est le fun, hein? Ça, c'est le fun quand on parle de justement quand on dit qu'un refinancement n'est pas taxable, n'est pas imposable. Donc, on refinance, on prend cet argent-là, on la réinvestit, ce n'est pas imposable. Donc, c'est absolument génial pour grossir son parc. C'est un bon point parce que les gens ne font pas la nuance, ils ne différencient pas nécessairement les deux. L'argent que tu as en poche n'est pas imposable. Ça, c'est merveilleux comme a dit JP. Puis là, le reste de l'explication, c'est les intérêts, s'ils sont déductibles ou non.
Et voilà, exactement, absolument. Je voulais mentionner aussi le 4 novembre, hein, le lendemain de la présidentielle américaine. Le 4 novembre, un mercredi, exceptionnellement, parce qu'on a laissé M. Biden et M. Trump la priorité pour le 3. Le 4 novembre, un mercredi, on a un système, on va avoir un réseautage exclusif, vraiment intéressant, où est-ce qu'on va avoir des chambres de réseautage. Donc, vous allez pouvoir aller vous promener dans les différents sujets et aller réseauter avec les personnes. Donc, même si on a le COVID, on fait quand même, on réussit quand même à faire notre réseautage. Donc, j'ai bien hâte de vous voir le 4 novembre. Ça, on l'a fait en passant, ce qui était la semaine des millionnaires l'année passée. Ben, cette année, en tout cas. La dernière semaine des millionnaires, on a fait des focus group. On avait des sujets différents, puis les gens allaient dans des salles échanger sur des sujets. Donc, on va pouvoir le faire virtuellement par sujet. Et aussi, on va avoir des salles par région. Fait qu'on veut rencontrer des gens de Sherbrooke. On va avoir la région de Sherbrooke ou de l'Estrie. Puis, vous allez être capable d'aller rencontrer des gens pour faire des contacts. Donc, ça, c'est le 4 novembre, comme a dit JP. Et manquez pas le 2 novembre. Donc, lundi prochain, on reçoit la SCHL. Qui vont nous faire une petite mise à jour et ils vont nous parler également, dans le fond, des programmes pour le locatif, donc les programmes que la SCHL offre pour les immeubles locatifs. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Évidemment, on va peut-être prendre quelques petites questions, pas nécessairement en lien avec le financement, mais en règle générale, on va prendre des questions qui sont en lien avec l'assurance prêt hypothécaire SCHL. Donc, un petit mot de la fin, JP? Non, bien hâte de vous voir dans ces séances virtuelles-là, en attendant, bien sûr, qu'on revienne en salle. Puis bien hâte à lundi prochain. Effectivement, la SCHL, ça va être un sacré bon sujet. Donc, bien hâte d'avoir, je suis sûr que vous allez avoir 1 000 questions pour eux, spécialement avec leurs nouvelles règles au niveau du retrait d'équité. J'ai bien hâte de voir tout ça aussi. Voilà. Donc, Yvan, mot de la fin? Oui, ben merci JP, encore une fois, de ta participation. Hein. Toujours une belle valeur ajoutée, c'est JP. Merci. Merci. Merci à vous aussi de votre présence. Sans votre présence, le QR, on serait tout seul, serait plate. Donc, merci d'avoir participé. Toujours fort intéressant comme d'habitude. N'hésitez pas à visiter la page Pose ta question sur le site du club pour poser des questions durant la semaine. On va en choisir quelques-unes parmi celles-ci. Évidemment, on ne fera pas de la consultation parce que des fois, il y a des questions avec des sous-questions, puis c'est comme ça demande une consultation d'1 heure avec la personne. Donc, soyez bref dans vos questions. Prenez le temps, évidemment, précis. Donc, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Bye.